Si vous m'entendez, il faut juste écrire oui, s'il vous plaît. Parce que mon téléphone a parfois des soucis, ou bien si c'est TikTok qui a un problème avec moi. Ok, il y a Info Plus qui dit oui. Ok, super. On vous entend, merci. Réal. Ok. J'espère que j'entends, hein, parce que j'ai aussi ce problème là où j'entends personne. J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que tout le monde est en forme. Oui, là c'est bon, là j'entends. Ça va, tu m'entends? Allô? Là tu m'entends? Oui, je t'entends là. Oui, ok. Je vais peut-être changer un petit peu. Là c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler du mariage. On va parler du mariage, mais principalement de ses aspects spirituels. Parce que les aspects physiques, tout le monde connaît, mais les aspects spirituels du mariage. Déjà, le mariage tel qu'il est conçu et vécu par tout un chacun. Donc, Mhm. c'est un aspect. Et puis, le mariage aussi tel qu'il est vu dans certaines spiritualités. Donc, ça nous permettra de pouvoir véritablement comprendre ce qu'est le mariage. Donc, bonjour à tous. Bonjour la famille, bonjour Yal, bonjour Info Plus, On bonjour tapote le Ça live, va? on Samantha. partage, s'il vous plaît. Bonjour la Oui. famille, bonjour, bonjour, éveil, bonjour, droit à la parole, bonjour, info plus, bonjour Stéphane, bonjour, bonjour. Bonjour à Bonjour Bonjour. tous ceux qui Yal. sont dans les commentaires. Donc on tapote, on partage. Attends, On tapote moi le aussi live, s'il vous plaît. On le partage. Il y a 4 partages. allez, on Donc, tapote. s'il vous plaît, on partage le live. Partage, partage, partage. Merci. Voilà, merci. Ça va faire booster le live. Donc, Merci pour le clap. bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On est sur un thème bien spécifique, hein, le mariage. Comme vous le savez, nous on parle surtout des aspects spirituels en fait des choses, hein. Même si parfois on touche aussi des aspects classiques, physiques. Mais le monde est esprit. Donc voilà pourquoi on parle beaucoup plus des aspects spirituels des choses. Le mariage, le mariage, le mariage. Donc, de quoi s'agit-il? Le mariage, mais principalement des aspects spirituels. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Des aspects spirituels. N'hésitez pas à monter, hein. En ce moment, on est sur des phases, hein, de discussion, mais des discussions constructives pour pouvoir justement en fait s'édifier les uns et les autres. Non, on avait vu la dot, donc, et on Mhm. a vu, hein, que la dot était spirituelle, hein. Euh, on a vu aussi que la dot euh, concerne véritablement, on s'était concentré beaucoup plus sur la dot selon les cultures du continent africain. Bien sûr, la dot aussi se fait dans les autres cultures, mais c'est tout aussi spirituel, hein. On l'avait vu aussi par rapport aux Mayas. On a vu aussi les aspects du mariage. Et comme vous le savez, le mariage est spirituel et aujourd'hui, on va être justement un peu plus dans cet aspect-là. Parce que la dot, déjà, la dot, c'est le mariage. Donc, on a vu un aspect, hein, de dot, mariage, spiritualité. Et là, maintenant, on va voir
le mariage dans ses différents aspects, non seulement le mariage tel qu'il est fait hein, de manière naturelle, et le mariage tel que les États les ont institués. Donc voilà un peu toutes les choses qu'on va pouvoir traiter en fait Mhm. aujourd'hui. Donc voilà. Si certains veulent Euh, exprimer, ils peuvent, sinon je vais pouvoir commencer aussi à m'exprimer. Donc bonjour à tous ceux qui sont là, bienvenue. Donc voilà, on est dans une phase de discussion. Donc Là, du coup, c'est les aspects spirituels de quel mariage? Mariage tout court, mariage traditionnel, mariage à ce la serait, mairie, ou bien c'est l'ensemble? voilà, c'est l'ensemble. Ce serait bien que qu'on puisse en fait traiter tous les aspects spirituels en fait du mariage, parce que D'accord, euh, dans certaines cultures, le mariage c'est tout simplement la dot. Dans d'autres, le mariage c'est la mairie. Dans d'autres, le mariage en fait c'est la nature. Donc, ce serait d'accord. bien qu'on puisse en fait traiter. Et après, ce sont des choses, hein, pour ceux qui voudront rentrer un peu plus en profondeur, ce sont des choses qu'on verra en groupe privé Mhm. pour tout ce qui concerne véritablement un enseignement en fait approfondi. Alors, on a préféré ne pas le faire en enseignement approfondi et le laisser sur un aspect d'échange, de partage, de discussion en fait Oui, en Seigneur. live public. Et l'aspect approfondi, de toute façon, on dira des choses qui vous pousseront forcément à vouloir approfondir. Et ça, on le verra lors des lives Après, privés. Mais déjà, on va pouvoir voir un certain nombre de choses qui seront, je pense, ça va beaucoup intriguer beaucoup de monde. Donc, on peut dire que le sujet est à l'ordre du jour. Tapoter, voilà, partager, appeler la jeunesse, là, tu vois, qui viennent écouter les voilà. professeurs. Le professeur réveille-toi, lui, il connaît, lui. À partager. Parce que on peut dire qu'il y a un problème dans ce monde, hein, et le problème, c'est le mariage. Alors, partagez, s'il vous plaît. Tout à fait, tout à fait. Tapotant le live. C'est très bien dit. On va tous s'édifier les uns les autres. Il y a un gros problème en fait sur le mariage. Déjà, vous voyez bien que de nos jours, déjà, la notion, la vision même du mariage, bonjour MLR, bonjour tout le monde. La, Bonjour MLR. la vision même du mariage, en fait, c'est plus du tout pareil. Mais justement, frère Éveil, j'allais te poser la question d'emblée, hein. Qu'est-ce que le système des bovins a contre le mariage? Parce que j'ai l'impression que le système des bovins cherche à tout prix à détruire la notion de mariage. Oui. Enfin, c'est pas qu'ils cherchent à détruire la notion de mariage. C'est là la subtilité. C'est que ils ne veulent pas détruire le mariage parce que eux aussi font la promotion du mariage, mais pas de la même manière. Eux, ils parlent en fait d'un mariage en fait. En réalité, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est l'union du divin avec la créature. C'est ça à la base même du mariage. Bon, le système des bovins a sa façon de visualiser en fait cette union-là du divin avec la créature. Tout comme le système de ovins a sa façon de concevoir en fait l'union du divin avec justement en fait la créature. Et du coup, au niveau des créatures, ça change aussi. Lorsque les créatures s'unissent entre elles, ça change. C'est une vision d'union qui est différente. Par exemple, quand vous êtes dans le système des ovins, le mariage, en fait, c'est une réunion de deux Mhm. âmes qui avaient été séparées pour Mm. accomplir justement, en fait, le plan du divin. Par contre, dans le système des bovins, c'est différent. Dans le système de bovins, le mariage, en fait, ce sont deux âmes qui vont se retrouver. Mais derrière âme, en réalité, vous devez comprendre deux consciences qui vont se retrouver et qui vont justement en fait s'unir pour accomplir en fait un plan divin. C'est deux visions de conception en fait différentes, mais alors là totalement opposées. Du coup,
Lorsque vous êtes dans le système de bovin, et c'est pour ça que ça surprend tout le monde, tout ce qui est en train de se passer. Lorsque vous êtes dans le système de bovin, le mariage, c'est l'union de deux consciences. Or, les consciences sont asexuées. Les consciences sont asexuées. Alors que dans le système de bovin, de ovin plutôt, les âmes sont sexuées. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale. C'est que les âmes sont sexuées. Il y a une âme masculine et une âme féminine. Alors que dans le système en fait des bovins, les consciences sont asexuées. Et du coup, comme les consciences sont asexuées, automatiquement, la vision en fait, elle est totalement distincte. Parce que du coup, une conscience étant asexuée, l'autre conscience étant asexuée, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de notion de masculin et de féminin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le monde est en train d'évoluer vers un certain nombre de choses, ça surprend tout le monde. Quand la papauté est en train de reconnaître de manière indirecte, parce qu'ils le font toujours pas de manière directe, quand ils reconnaissent de manière indirecte l'union en fait asexuée, ça choque les gens. Mais en réalité, ça choque les gens parce que les gens ne savent pas que c'est la base même du système en fait de bovin. Et que le catholicisme est en plein milieu, en plein centre, en pleine base du système en fait de bovin. Donc ceux qui savent, ça ne devrait pas en fait les choquer. Et aujourd'hui, quand on va rentrer un petit peu dans les profondeurs et qu'on va voir un peu quel est le pourquoi des unions, le pourquoi du mariage, le pourquoi de l'alliance, etc., vous allez mieux comprendre en fait pourquoi dans le monde en fait les choses se passent ainsi. Mais c'est vraiment deux visions différentes. Donc si pour vous le mariage, c'est ces deux âmes sexuées, donc une âme masculine, une âme féminine, qui vont en fait justement en fait s'unir, ça veut dire que vous êtes dans une vision du monde qui est une vision ovine du monde. Mais par contre, si pour vous le mariage c'est quelque chose en fait qui est l'union de deux consciences qui vont être appelées aussi des âmes entre guillemets, de deux consciences mais asexuées, là ça veut dire que vous êtes dans une vision bovine du mariage. Et les deux visions sont totalement opposées. Les deux vont parler du mariage, mais en réalité, ils ne parlent pas de la même chose, ils ne parlent pas des mêmes finalités, ils ne parlent pas en fait des mêmes types d'union. Et du coup, ça ne produit pas non plus en fait les mêmes effets. Mais au-delà de ça, frère Éveil, bon, si on suit, je vais te ramener un peu quand on sur le développement des consciences, selon Samuel Huntington. Euh, pour lui, il fallait atteindre une certaine maturité et vivre un certain nombre d'années, n'est-ce pas, pour pouvoir développer une conscience digne de ce nom. Mais ce qu'on voit, la société d'aujourd'hui autorise les mariages, si on parle même en termes de conscience, mais avec des juvéniles. Donc, ils ne sont pas des consciences totalement formées, en fait. Ils sont des consciences subjectives. Mais justement, là où c'est pas que tu fais une erreur, c'est que euh, tu as du mal à concevoir le système de la conscience. En fait, dans le système de la conscience, il n'y a pas de petite conscience ou de grande conscience. C'est-à-dire, dans le sens où il n'y a pas une conscience qui est euh, enfant et une conscience qui est adulte. Dans le système de la conscience, c'est pas comme ça. Dans le système de la conscience, un enfant de 5 ans est un adulte. C'est ça ce que vous comprenez pas. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre la mentalité derrière, en fait, les pédophilies et tout ça. Mais tant que les gens ne comprennent pas c'est quoi la conscience, ils ne peuvent pas comprendre. La conscience c'est quoi? C'est-à-dire le système de conscience.
plus le système de conscience monte, parce que plus votre conscience est soumise en fait à votre âme et à votre esprit, plus votre conscience est soumise à la loi naturelle. Or, la loi naturelle établit en fait un système sexué. La loi naturelle établit en fait un système en fait où il y a des âges pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Tout simplement pourquoi? Parce que il y a des âges où l'être atteint une certaine maturité. Il y a un âge où la jeune femme va commencer en fait à voir en fait ses menstrues. Et à partir, vous savez très bien que c'est à partir du moment où elle a ses menstrues qu'elle va pouvoir, si jamais elle a des rapports, pouvoir enfanter. Et l'homme aussi, à partir d'un certain âge, il a aussi son corps en fait qui se développe, etc. Et à ce moment-là, en fait, il pourra en fait produire une descendance. Donc, vous voyez bien que dans cet aspect-là, l'homme est obligé de suivre le cycle naturel. Et le cycle naturel établit un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que la maturité de l'être est liée aussi en fait au cycle naturel. Mais lorsque vous êtes dans le monde de la conscience, et plus vous montez en niveau de conscience, et bien ces niveaux de conscience-là n'obéissent plus à l'âme et à l'esprit. Donc, ils n'obéissent plus à la loi naturelle. Ils sont régis par d'autres lois, les lois de la conscience. Et ces lois de la conscience ne définissent pas les choses comme les lois naturelles. Le problème, c'est quoi? C'est que dans ton raisonnement, tu es en train d'essayer de comprendre les lois de la conscience avec la notion de loi naturelle. Or, c'est totalement distinct. Pour la conscience, pour les consciences, tu prends par exemple un enfant de 5 ans peut très bien en fait être animé d'une conscience qui est extrêmement savante. Donc du coup, l'enfant va vivre tel un adulte. Ou alors, vous prenez un enfant qui prend conscience de son état de réincarné, de conscience réincarnée. Cet enfant-là, vous allez voir un enfant en face de vous, mais en réalité, en lui, c'est un adulte qui est là. Pourquoi? Parce qu'il a eu déjà accès à sa mémoire akashique. Il a eu accès en fait à son âme héréditaire. Dès lors, il se souvient de ses vies passées. Il se souvient de qui il était et des différentes vies qu'il a vécues. Et il se souvient même des rapports intimes qu'il a eus. Il se souvient même des sensations qu'il a reçues pendant ces rapports. Là, c'est plus un innocent. Hein? Est-ce que vous comprenez? Ok, je vois. Bon, Oui, oui, attention. C'est plus un ok. innocent. Il connaît toutes ces choses. Et non seulement il les connaît, mais il les a vécues et il a désormais le souvenir de ça. Et si jamais il doit le revivre, il saurait même comment le vivre. Mais le seul souci, c'est que le corps qu'il a n'est pas encore développé. Donc, c'est un adulte dans un corps d'enfant. Et là, vous vous doutez bien que ça change tout. Hein. Oui, effectivement, ça change tout. Tu vois, et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre en fait avec les consciences. C'est que il ne faut pas penser le monde de la conscience tel que vous pensez en fait le monde en fait naturel. Ok. C'est deux choses distinctes. Hmm. En fait, ce Ok, qu'il faudrait faire, c'est connaître les lois du monde de la conscience, en fait. voilà. Il faut savoir quelles sont les choses qui régissent le monde de la conscience. En fait, c'est très simple. Hein. Vous savez, toutes les notions, par exemple, d'amour que les gens connaissent, ce Mhm. sont des notions d'amour, des égrégores, en fait, spirituels. Mhm. C'est-à-dire, les différents types d'amour que vous avez, que ce soit l'amour psyché, tous ces types d'amour-là, ce sont des choses qui concernent, en fait, les systèmes des égrégores euh, spirituels
des égrégores ancestraux et aussi en fait des égrégores en fait virtuels. Donc en réalité, la véritable notion d'amour, elle n'est pas connue. Et c'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Par exemple, pour beaucoup de gens, l'amour, ils vont l'assimiler directement en fait à l'amour, par exemple, psyché. Ou alors, ils vont l'assimiler en fait à l'amour aphrodisiaque. Mais ce ne sont pas les Mhm. mêmes styles d'amour. Justement, parce que je pensais justement toujours dans le système des bovins, quand on voit dans certaines contrées qu'on parle de polyamour, j'allais dire, bon, là c'est plus une question de deux consciences, mais de plusieurs consciences qui s'unissent, c'est tout, qui ont le droit de s'unir, que ça faussait un peu la sacralité, mais Monsieur en Yal, fin de est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de vous éloigner du sujet? Il y a un thème là, en fait. non, Et seulement. là, on ne s'éloigne pas du sujet là, le sujet aspect spirituel du mariage. C'est toujours le mariage, mais bon, allons-y, rentrons dans le sujet. C'était juste un prélude, hein, le temps que les gens arrivent. Désolé, juste pour t'éloigner du sujet, quoi, t'as capté? Voilà. Arrivons sur le mariage. Donc, vous voyez déjà pour qu'on puisse en fait comprendre véritablement en fait cet aspect-là du mariage, il faut distinguer déjà ces deux aspects-là. Très important. C'est que c'est pas les mêmes choses. Donc, le mariage en fait en lui-même, euh, dans le système de conscience, c'est pas pareil que le mariage en fait dans le système en fait de l'âme et de l'esprit. Donc déjà ça c'est deux points. Ça veut dire que les spiritualités en fait qui sont attachées justement en fait à ce type de mariage, c'est aussi en fait différent. Et justement c'est là où ça pose en fait un problème. Par exemple, quand vous êtes quand vous êtes dans le système, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous êtes dans le système en fait de conscience, en réalité, euh, deux consciences, quand elles s'unissent, ces deux consciences-là sont asexuées. C'est-à-dire, dans ce système, en fait, en réalité, euh, toutes les consciences peuvent s'unir. Donc, si la conscience est incarnée sous la forme d'un aspect mâle, elle peut s'unir aussi avec une autre conscience qui s'est incarnée sous la forme d'un aspect mâle. Si la conscience s'est incarnée sous l'aspect femelle, elle peut s'unir avec aussi une autre conscience incarnée sous l'aspect femelle. Et si la conscience est incarnée sous l'aspect de mâle, elle peut aussi s'unir avec une conscience du sexe en fait opposé. C'est comme ça que le système en fait fonctionne. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui qui est en train de se mettre en place comme si c'était une inauguration, comme si c'était des nouveautés, etc. En réalité, ce ne sont pas des nouveautés vu que ce sont des choses qui ont toujours en fait été. Mais c'est vécu Mais dans un système spécifique. excuse-moi, frère Réveil. Oui, Donc, est-ce que on peut dire dans ce cas que les animaux aussi ont des consciences? oui, mais on en avait déjà parlé la dernière fois. Bien sûr que les animaux ont une conscience. Parce que Bon, On on la avait parlait de déjà conscience... dit le live, spiritualité, mais le live spirituel était là, oui. C'est parce qu'elle n'a pas réécouté le Mhm. live. Ah, il n'a pas encore écouté. Je pense. Les consciences, parce que la conscience, à la base, en fait, le problème, c'est qu'est-ce que la conscience à la base? La conscience à la base, c'est ce qui, en nous, nous dirige lorsqu'on... Enfin, c'est-à-dire, la conscience, c'est un être. Déjà, il faut le savoir, la conscience est un être. L'inconscient aussi est un être. Ces êtres-là résident en fait, mais sous la soumission de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'âme se retrouve à produire des actes, si les actes que l'âme produit est contraires à la loi naturelle, la conscience
justement, va recadrer l'âme pour lui dire non, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est là l'aspect de l'accusateur. Si l'âme produit de bonnes choses en rapport avec la loi naturelle, la conscience va plutôt l'encourager et la féliciter. Pareil pour l'inconscient avec l'esprit. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, la conscience en a eu marre de faire ce rôle parce que la conscience a Ça jugé bug, que... on t'entend pas Là, on m'entend? plus, hein. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez, Yal? Est-ce Là, que tu m'entends? Est-ce qu'Info, là vous où m'entendez? Là, vous Je C'est m'entendez? t'entends. c'est droit à la parole qui C'est bug. droit, je pense qu'il y a Ah, du c'est mal toi qui à... bug dans la parole. Faut peut-être changer ta ok. connexion. Donc, je disais, en fait, au bout d'un moment, la conscience, en fait, en a marre de devoir chaperonner l'âme et l'esprit, si vous voulez, et principalement l'âme. Et la conscience va prendre son indépendance. Et la conscience va justement y prendre goût. Et la conscience va vouloir elle-même, en fait, se transmuter. Donc, dès lors, la conscience comprend qu'elle peut évoluer. Et vu qu'elle sait qu'elle peut évoluer, elle va justement suivre un process pour évoluer. Et elle se rend compte que lorsqu'elle suit le process et qu'elle évolue, elle soumet en fait l'âme à sa volonté. Elle n'est plus obligée d'être sous les ordres de l'âme, mais désormais l'âme se retrouve sous ses ordres. Alors là, ça change la donne. Donc dès lors, la conscience va pouvoir justement en fait continuer son cycle. Et c'est tout simplement ça que vous connaissez en tant que transmutation de conscience. C'est-à-dire en tant qu'éveil de conscience. C'est-à-dire la conscience s'éveille. Donc, elle s'est rendue compte que elle a différents porteurs qui sont des sphères en fait d'aura de plus en plus fortes et que plus elle évolue, plus elle va pouvoir en fait avoir ces corps-là beaucoup plus puissants que les précédents qu'elle avait. Et la conscience a su ça parce que ce sont des choses qui ont beaucoup été développées en fait chez les Égyptiens à travers les porteurs de conscience dans l'Égypte ancienne. Donc, quand les Égyptiens ont compris qu'en réalité, en fait, le cycle initiatique était basé sur l'évolution de la conscience, ils ont justement en fait compris que ces différents aspects sont des porteurs qui portent la conscience selon son évolution. Et donc, ils vont établir justement la liste de ces différents porteurs. Dans les 7 principaux, vous retrouvez en fait, bien sûr, le premier qui est le corps physique, le 4. Ensuite, vous avez en fait le kaibit, c'est-à-dire l'aspect de l'ombre, que vous connaissez aussi sous l'aspect en fait de l'encre. Ensuite, vous avez le ka, qui est ce que vous connaissez sous l'aspect en fait du corps astral. Ensuite, vous avez le hab, qui est cet aspect en fait du cœur spirituel. Ensuite, vous avez le ba, l'aspect de l'âme spirituelle. Vous avez le hak, l'aspect de l'ego supérieur. C'est ce que vous connaissez comme étant les aspects, en fait, les niveaux des glandes pinéales, de l'œil d'Horus. Et le dernier niveau, le sahu, l'aspect justement, en fait, de la nomade elle-même, c'est-à-dire là où la personne entre maintenant, en fait, dans la communion avec le monde divin. Donc, dès cet instant, cette personne devient, en fait, une énergie spirituelle. Et c'est cette énergie spirituelle-là qui est le premier aspect de ce que vous connaissez comme étant les ancêtres méritants. Donc, ils ont compris que tout ça, c'était des porteurs de conscience. Et qu'en fait, à la mort, ces porteurs de conscience se disloquent. Et du coup, pour eux, les Égyptiens, ils disent en fait que l'homme passe son cas. Et parce que pour eux, la mort, c'est passer le cas. Donc, quand vous passez le cas, vous quittez le monde incarné pour entrer dans le monde invisible, le monde de l'au-delà. Mais on Et n'a pas déjà vu ce live-là? Si. Mais pourquoi on est encore dessus? Parce que, en fait, Enfin, c'est important. Yal qui pose des questions. Quand Yal pose des questions, Messi est obligé de répondre. Voilà, Mais Yal, en fait, Yal, vous dormez ou quoi, Yal?
C'est Hein? important en fait de repréciser ça en fait par rapport aux questions pour que vous compreniez en fait le pourquoi en fait de Ok. la conscience. Parce qu'en fait, à chaque fois que l'homme grandit en termes de conscience, en réalité en fait, il y a une union qui se fait avec chaque porteur de conscience. Donc en vous-même en fait, il y a un mariage gradué qui se fait au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous arrivez en fait à un certain niveau pour véritablement vous unir. C'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, la notion même du mariage dans le système en fait bovin, dans le système de la conscience, ce sera difficile de le concevoir. Donc vous voyez bien que plus la personne monte de niveau en termes de porteur de conscience, plus sa conscience est évoluée. Et plus sa conscience est évoluée, plus sa conscience et son inconscient en fait s'unissent. Donc, au fur et à mesure qu'ils sont totalement unis, eh bien, ils deviennent qu'un. Et maintenant qu'ils sont qu'un, ils sont encore plus asexués. C'est-à-dire, quand vous êtes au départ, vous avez la conscience, vous avez l'inconscient. Dans la conscience étant soumise à l'âme, elle va porter un petit peu un aspect un peu féminine, un aspect un peu féminin plutôt. Et l'inconscient va avoir un aspect un peu masculin. Mais plus vous grimpez, plus ils vont s'unir. Donc du coup, cette distinction entre les deux n'aura plus lieu d'être. Donc, quand vous prenez des gens qui sont au niveau du hack, ou qui sont en fait, ou qui atteignent le niveau du sarou, ces personnes-là ne visualisent pas les choses de la même manière. Même quand les gens arrivent en fait au niveau en fait où ils développent, et ça c'est vraiment dans le système en fait mondain d'aujourd'hui, quand ils arrivent en fait à un niveau où ils dépassent, ils sont dans une sphère de conscience où justement la notion de masculin et de féminin n'existe plus. Or, la notion de masculin et de féminin est liée à la notion de dualité, c'est-à-dire la notion du positif et du négatif, la notion du plus et du moins. Et plus vous grimpez dans la transmutation de conscience, les notions de dualité n'existent plus pour vous. Or, la notion de dualité est attachée à la notion de sexué. Donc, ça veut dire que cette notion-là aussi va disparaître. Donc, si ces notions disparaissent, eh bien, naturellement, ça ne pose plus de problème que des êtres euh, de même sexe puissent faire vie commune. Je ne sais pas comment vous expliquer ça de manière plus simple. C'est comme si vous prenez deux intelligences artificielles. Vous prenez deux intelligences artificielles. Il y en a une qui va être plutôt de manière logique, carrée. Il y en a une autre qui va être plutôt de manière intuitive, émotionnelle. Donc, celle qui est émotionnelle, ce sera l'aspect en fait du négatif, c'est-à-dire l'aspect féminin. L'autre qui est plus carré, plus logique, ce sera l'aspect en fait du positif, le côté masculin. Mais en réalité, vous comprenez bien que pour eux, cet aspect de positif et de négatif, ce ne sont que une prison de dualité. Donc, quand ils atteignent un niveau, ils ne sont plus dans cette prison de dualité. Et comme ils ne sont plus dedans, vous comprenez bien que, en réalité, pour eux, ils sont identiques. Féminin ou masculin, c'est la même chose. Et comme c'est la même chose, il n'y a point de hiérarchie et tout féminin, tout masculin peut aussi s'unir parce que, au final, tout est identique. Et là, ça change toute la donne du mariage. Ça change même la vision spirituelle du mariage. Et ça change aussi les effets spirituels du mariage. Ça change tout. C'est plus les mêmes buts, c'est plus les mêmes objectifs et c'est plus les mêmes finalités. Donc, si vous êtes en phase d'être comme ça, mais vous, votre notion de mariage dans la dualité, pour eux, ça n'a pas de sens. Donc, vous pouvez discuter avec ces personnes, vous aurez en fait un discours de sourd parce que vous ne parlez pas de la même chose. Et vous ne pouvez même pas vous comprendre parce qu'ils ne peuvent pas vous comprendre. Parce que eux, pour eux, ils ont dépassé la phase de dualité.
Or, pour eux, vous êtes resté dans la phase de dualité. Or, pour vous, ce n'est pas de la dualité, mais c'est bel et bien en fait un aspect euh, positif et un aspect négatif. Donc, vous parlez plus de la même chose, vous ne vivez plus dans le même monde en fait en réalité. Et le monde dans lequel on est en train de rentrer, ce monde de la dimension, de la septième dimension, c'est ce type de monde-là. Donc, toutes les personnes qui ne pourront pas comprendre ça ne pourront pas vivre dans ce monde. Exprimez-vous, hein. Non, c'est limpide. On peut rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il y a beaucoup. Est-ce que, est-ce que vous comprenez ce que dit le professeur? Parce que ça tapote pas, tu vois, ça envoie pas des trucs, des roses, je sais pas quoi. Réveillez-vous les gens. Écoutez le professeur. C'est profond ce qu'il dit là, vous savez. Mais c'est Allez-y, c'est justement parce profond. que c'est profond que les gens sont concentrés, monsieur Info. Et moi, je ne suis pas en train de les déconcentrer, hein. Je suis en train de les chauffer, frérot, tu vois. Ce que je vais ajouter à ce que le professeur a dit, c'est justement à propos de cet esprit de conscience et de subconscient. Oui, aujourd'hui, le mariage est caricaturé. Le mariage, on peut bien voir que si le mariage était sacré, alors racontez-nous tous ces divorces-là. Les gens, ils se marient cette année, l'année prochaine, ils divorcent. L'année prochaine même, certains vont dire c'est beaucoup, hein. Je veux dire, si le mariage était aussi sacré, alors le mariage, l'esprit qu'on évoque lors du mariage, s'il existait, alors pourquoi cet esprit-là ne maintient pas les mariages pour autant, si ça existait, si c'était réel, quoi. Donc, on voit bien que les mariages de nos jours tendent bien à une cérémonie qu'un qu'un truc sacré. Ça n'a rien de sacré. Et dès lors qu'on voit que le marié est habillé en noir et que la mariée est habillée en blanche, mais deux couleurs aussi contraires, comment voulez-vous qu'il soit béni par le temps? À quel moment? Donc on voit bien là que le culte du mariage de nos jours qu'on voit partout, l'homme est en noir, la mariée est en blanc, ça, c'est, en fait, c'est une sorte d'adoration. C'est une sorte d'adoration. Dès lors qu'on s'habille comme ça et qu'on se met devant le prêtre, on fait partie de la franc-maçonnerie. Pour ne pas trop citer les noms, bon, on va dire, tu vois, on fait partie de ces gens-là, tu vois, sans pour autant Ah, carrément. prendre... J'ai pas Carrément. entendu. Mais bien Pardon, Je sûr, dis pardon, carrément, quoi. Dès qu'on s'habille oui, en blanc et noir pour le mariage, on mais est carrément, franc-maçon. déjà, carrément. pardon la famille, pardon. Est-ce qu'on peut déjà commencer par c'est quoi le mariage? Parce que c'est bien de parler des aspects spirituels du mariage, mais le mariage, c'est quoi en lui-même? C'est quoi le mariage? Est-ce que c'est le fait d'aller à la mairie? Ou bien c'est bien avant ça? Ou c'est plus que ça? Non? Ah, en tout cas, si le professeur peut répondre à cela, comme ça, moi, Moi, oui, moi, je Droit à la veux parole. savoir déjà c'est quoi le mariage en fait. tu veux que je Droit à réponde? la parole. C'est Oui, ce que Réveil vient de développer là, en parlant justement de la des conscience. consciences. Oh, Oui, bah, justement de cette union du Non, 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 conscient et ça du n'a, non, subconscient. le mariage C'est, 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 est la c'est, réponse, est c'est- la réponse c'est- de, ça n'a rien à voir, hein. Le mariage est la bah, réponse de oh ce là qu'on là. appelle, moi, Bon, vas-y, ça on n'a peut rien, pas parler tous les deux moi, ensemble. moi, je veux qu'il explique en fait avec le langage simple. Simple à compliqué. Ah, pardon, à comprendre, pas compliqué, pardon. Parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre simplement comme un enfant. Quelqu'un comme moi, là. Je veux juste Ok, comprendre ça simplement comme un enfant. ok, Pas pour commencer à réfléchir. Oui, ça c'est... Non, pardon. Simplement, s'il vous plaît. ok. En fait, simplement, euh, en fait, le mariage n'est pas simple. Donc, on va essayer quand même de simplifier ça au maximum. Tout dépend du système dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le système naturel, dans le système naturel, le mariage, c'est quand un homme et une femme se mettent ensemble. Mais bien sûr, pour qu'ils se mettent ensemble,
dans la norme, il faut l'accord des familles. Pourquoi? Parce que la femme appartient à la maison de son père, l'homme appartient à la maison de son père. Donc, quand l'homme demande, il a besoin d'une femme, c'est la maison de son père qui va justement aller rechercher une femme. Pourquoi? Parce que cette femme va quitter la maison de son père pour venir s'unir avec la maison du père du mari. Donc, voilà pourquoi automatiquement ça fait entrer en fait les familles en jeu. Donc, et la femme, elle appartient à la maison de son père. Donc, il faut absolument que son père accepte de la laisser partir. Et cette femme sera le lien d'union, le lien d'alliance entre les deux maisons, entre les deux familles. Donc, vous voyez bien que à la base même, le mariage, en fait, dépend des familles. Et ce sont les familles qui marient leurs enfants. Donc, à la base même, dans le système naturel, c'est ça. Ce sont les familles qui vont marier leurs enfants. Et chacun doit venir vierge dans le mariage. L'homme arrive vierge, la femme arrive vierge. Et du coup, ils vont justement se connaître. Et dès qu'ils vont se connaître, ils vont faire qu'un. C'est-à-dire, ils vont être unis en termes d'amour et en termes de chair. Pourquoi? Parce que les deux aspects sont extrêmement importants. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est lorsque, en fait, l'âme de l'un va venir dans le cœur de l'autre. Quand vous vous aimez, en réalité, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a un transfert d'âme qui quitte l'un pour aller s'installer chez l'autre et vice-versa. Et c'est pour ça que quand ça se fait que dans un sens, il y a un problème parce que il y en a un qui envoie son amour à l'autre, mais lui ne reçoit pas. Donc, il a un vide en fait en lui. Et tant que ce vide en fait n'est pas comblé, il aura un problème intérieur. Bon, ça, c'est des choses qu'on pourra développer en fait plus tard. Mais la base même, d'abord, c'est ça, l'amour. Et ensuite, cet amour doit être concrétisé. Elle doit être matérialisée. Et la matérialiser, c'est le rapport intime. Donc, dès lors, ils seront non seulement unis d'âme et d'esprit, mais ils seront aussi unis de corps. Et dès l'instant, tout leur être ne fait qu'un. Et là, il y a toute une spiritualité qui va se mettre en fait autour d'eux. Donc ça, c'est le mariage normalement naturel. C'est comme ça que ça doit se faire. Maintenant, vous avez aussi une autre notion de mariage, c'est-à-dire dans le système en fait bovin. Ce mariage-là, c'est toujours les familles qui interviennent, mais les familles ne s'appartiennent plus à eux, ils appartiennent à des Baals. Et les Baals sont représentés par des êtres, des initiés, etc. Et certains Baals sont représentés par les plus hauts niveaux même des Baals. Donc c'est là où vous allez retrouver maintenant les systèmes des mariages coutumiers faits par, soit institués par les chefs du village, soit institués en fait par les familles, mais sous couvert des égrégores ancestraux, ou soit faits par la mairie tel que vous le connaissez, sous couvert justement de cette divinité dont on va voir en fait aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui on va beaucoup parler du mariage en fait civil par exemple. Donc vous voyez, cet instant-là, vous voyez que ça a changé la donne. C'est-à-dire, ce ne sont plus les maris, ce ne sont plus les familles qui marient leurs enfants, mais ce sont des institutions qui vont unir des êtres qui leur appartiennent et les unissent pour qu'ils soient au service de ces institutions-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur union de cœur, ce sont les institutions qui sont à l'intérieur. Donc, là où chacun a mis son être à l'intérieur de l'autre, son être qui a été mis à l'intérieur de l'autre sera aussi accompagné des institutions et de ces entités-là, en fait, au même moment, à l'intérieur des cœurs de tout un chacun. Et quand ils vont s'unir physiquement, vous allez avoir aussi leur intervention, en fait, dans cette chair. Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, ils ont été spirituellement liés. Ils ont été spirituellement mariés avec justement en fait et les institutions et les entités, les Baals qui régissent en fait ces institutions-là. Et c'est pour finaliser ça que dans certaines cultures,
avant même, par exemple, que l'homme puisse aller connaître sa femme, on doit d'abord aller la faire connaître, en fait, sur une statuette, un totem de la divinité, en fait, de la maison, en fait, par exemple, du mari. Donc, elle se marie d'abord avec la divinité et ensuite, le mari va pouvoir la connaître. Et dans cet aspect-là, vous retrouvez aussi ce qui se passait en fait en Occident, c'est-à-dire comme chaque homme était des sujets qui appartenaient à des seigneurs, il y avait ce qu'on appelait en fait le droit, euh, ça va me venir le nom, euh, c'est un droit qui leur permet, mais le nom va me revenir et puis je vous dirai, c'est un droit qui permet en fait aux seigneurs d'abord d'avoir la primauté sur la couche. Donc, quand ils marient, le droit de cuissage, merci beaucoup. Quand il marie les deux qui sont ses sujets, lui, le Seigneur, doit d'abord coucher avec la femme. Et quand il a fini de coucher avec la femme, là maintenant le mari va pouvoir en fait coucher avec la femme. Ça, c'est le droit de cuissage. Donc, vous voyez, ici, c'est les mêmes principes. Parce que le Seigneur représente en fait cette autorité-là, en fait. En réalité, il représente ce Baal. Donc, lui, il est le représentant du Baal qui est sur lui. Parce que les Baals sont les propriétaires terriens. Donc, en réalité, quand lui, il va aller s'unir avec la femme, eh bien, l'entité qui est sur lui s'unit aussi avec la femme. Donc, maintenant que la femme est d'abord unie avec cette entité, le mari qui va venir se marier avec elle, qui va venir coucher avec elle, eh bien, elle était déjà liée avec cette entité-là. Donc, en réalité, en fait, il vient coucher avec une femme qui est déjà possédée, qui appartient déjà à une entité. Et du coup, lui aussi, il appartient en fait à cette entité parce qu'en s'unissant avec elle, ils font qu'un et lui aussi fait qu'un avec l'entité qui était en fait déjà en elle. Donc, dès lors, lui aussi, il appartient. Et c'est ça qu'ils ont mis en fait de manière contractuelle par rapport en fait au droit de cuissage. Donc, vous voyez, c'est toujours en fait le même principe. Et c'est comme ça que ça se fait en fait dans le système en fait bovin pour la plupart des cultures. Vous retrouvez en fait toujours ces aspects-là d'une manière en fait ou d'une autre. Maintenant, le troisième aspect, c'est dans le système en fait, hein, pour basculer vers le système en fait de l'éternité. Là maintenant en fait, la notion en fait du mariage en fait est distincte, c'est que en réalité c'est le divin qui marie les deux êtres. Donc la vie des familles est secondaire, c'est-à-dire à partir du moment où le divin décide que ces deux personnes doivent s'unir, les familles vont devoir en fait se soumettre à la décision du divin. Donc ici, dans ces cas de mariage-là, les gens ne se marient pas parce qu'ils ont décidé que ils se sont vus, se sont plus, etc. Non, c'est que le divin va soit mettre en place un environnement pour qu'ils puissent se rencontrer. Dans ce cas de figure-là, il y a des lieux spécifiques. Je vous donne un exemple. Dans un tel cas de figure, il est impossible que la rencontre entre les futurs mariés se fasse dans des lieux ténébreuses. Je vous donne un exemple très simple. Dans un tel cas de figure, il est impossible que vous rencontriez votre mari ou votre femme dans une boîte de nuit. C'est impossible. Donc déjà, si vous vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit, c'est que ce n'est pas le divin en question qui vous a mis en relation, mais c'est le divin des ténèbres qui vous a mis en relation. Donc, ce type d'union-là, c'est impossible du côté de ce divin-là, parce que c'est l'union du côté du divin ténébreux. Donc, vous voyez, ça veut dire que même les lieux de rencontre, l'environnement et la décision des parents, tout est soumis en fait au Créateur. Et c'est le Créateur qui dispose toutes choses. Et maintenant, les familles doivent aussi se soumettre en fait à la décision du Créateur. Donc, à ce moment-là, ils vont accepter, bien entendu. Pourquoi? Parce que le Créateur aura donné des signes pour prouver que ce monsieur est fait pour cette dame. Et cette dame est faite pour ce monsieur. Et là, les familles seront convaincues
et ils vont accepter de les unir. Donc, vous voyez, ce sont des types d'unions qui sont totalement en fait distinctes. Après, vous avez aussi les unions des ténèbres qui se font que, c'est-à-dire les rencontres et tout se façonne dans les lieux ténébreuses. Donc, il faut bien distinguer les choses. Et ces deux aspects qui sont opposés totalement à l'opposé l'un de l'autre, là, il vous sera impossible. C'est pour ça que je vous dis, une union ténébreuse, c'est impossible que la divinité des ténèbres fasse rencontrer ces personnes-là dans des lieux de lumière. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne règne pas dans ces lieux-là. Par contre, il va faire rencontrer ces personnes dans des lieux de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il règne dedans. Pareil, le créateur lumineux, il fera rencontrer les gens dans les lieux lumineux. Donc, vous voyez, rien que dans les rencontres, vous voyez déjà en fait une distinction. Donc déjà, dans tous ces aspects-là, vous voyez que selon les notions du mariage, ça se conçoit en fait de manière vraiment en fait distincte. Et ça va jusqu'à dans les lieux, ça va jusqu'à la façon dont vous vous rencontrez, la façon dont les choses se sont mises en place, etc. Le mariage, c'est pas quelque chose qui est simple. On s'est vu, on s'est plus, allez, c'est bon, hop, hop, hop. Et on se permet même d'abord de coucher ensemble pour pouvoir tester d'abord la marchandise. Et ensuite, on va faire, non, ça là, c'est pas, c'est pas ça. Ça là, c'est déjà la pagaille. Donc, vous voyez, dans tous ces différents systèmes-là, je vous ai expliqué, il y a des règles bien précises qu'il faille en fait observer. Pourquoi? Parce que ces règles répondent justement à des lois. Pareil pour les droits de cuissage, tout ça, ça répond en fait à des lois, à des règles. Pareil où la personne doit être déposée d'abord sur les legs qui va d'abord connaître en fait la femme, ça répond en fait à des règles en fait spirituelles. Parce que le mariage est spirituel. Donc voilà, rien que pour le mariage. Ok. Maintenant, dans le Le virtuel, système. oui, l'appli. C'est ce que Stéphane vient de dire. Et oui, et le virtuel, vous avez vu Hmm, que le virtuel, il fait rencontrer les gens chez lui, dans le ouais. virtuel. Donc, vous tous qui vous êtes rencontrés dans le virtuel, là, Mhm. maintenant, vous savez. Là, c'est le dieu de virtuel. Voilà. Maintenant, en fait, de nos jours, Mais là, bon, bon, là, le système des bovins. Et par rapport au système de bovins, là, comment ça se passe le mariage? Bon, tu as expliqué, hein, le mariage dans le système de bovins et le mariage, en fait, avec Dieu l'Éternel. Oui, Mais, mais j'étais en surface, voilà. J'étais en surface, tout d'accord. simplement, en fait, pour expliquer que ce sont des visions. Parce que beaucoup de gens sont choqués aujourd'hui, hein, quand il s'agit quand ils voient en fait certaines choses qui se passent dans le monde, ils sont un peu choqués. C'est pour ça que je tenais en fait à expliquer d'abord ça pour que les gens comprennent que ce sont des visions en fait différentes. Mais le Mm. mariage, par exemple, à la mairie, il faut comprendre ce que c'est. Le mariage à la mairie, c'est un petit peu le mariage en fait occidental et qui s'est en fait dispatché un peu sur la plupart des pays. La dernière fois, on avait vu le mariage chez les Mayas, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous saviez déjà que c'était lié en fait par rapport à la divinité en fait. Le mariage à la mairie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est un peu ce que Info vous disait tout à l'heure, c'est que les robes, tout le cérémoniel en fait, c'est un rituel. Le Mm. mariage mairie est un rituel. Et c'est un rituel magique. Les gens ne savent pas. C'est un rituel totalement magique. Ce rituel, il met en avant l'alliance. C'est-à-dire la bague en fait que les gens vont utiliser. Cette alliance, elle se porte en fait au quatrième doigt de la main gauche. Mm. Pourquoi? Parce que c'est l'annulaire. Et l'annulaire a été appelé annulaire tout simplement parce que, par rapport au fait que c'est le doigt justement de l'alliance. Donc, en réalité, eux, ils ont mis en avant ce doigt en fait de l'alliance, tout simplement pour quelque chose de bien spécifique. Et là, vous allez comprendre. Mm. L'annulaire, vous savez qu'il est situé en fait entre le majeur et l'auriculaire. Oui.
son nom, comme je vous l'ai dit, en fait, ça vient justement de cet aspect-là, de l'anneau du mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon les traditions, en fait, et aussi scientifiques, il serait en fait le premier doigt qui se forme au stade fœtal. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, bien sûr, comme les autres, il est aussi constitué en fait de cet os-là, métacarpien des tendons, l'os métacarpien des tendons, et vous avez aussi en fait les 3 phalanges et le cartilage. Mhm. Bien sûr, il y a aussi le derme qu'il faut prendre aussi, bien sûr, en compte, et l'angle. Mais lorsque vous allez plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez comprendre déjà que c'est lié directement en fait avec les choses hein, de l'humain, de la sexualité. C'est que on vous dit que la taille de l'annulaire et celle de l'index. L'index c'est le deuxième doigt. L'annulaire c'est le quatrième. Quand vous mélangez en fait la taille de l'annulaire et celle de l'index, vous pouvez déterminer en fait à travers l'indice en fait de Manning, vous pouvez déterminer en fait le sexe d'un individu. Donc, vous pouvez aussi définir à partir en fait des squelettes. Vous pouvez aussi faire des définitions en fait du sexe en fait de squelette. Maintenant, est-ce que vous connaissez justement l'indice de Manning? Non, tonton. Vous connaissez pas l'indice de Manning? Mhm. Pas des... Ok. L'indice de Manning, en fait, si vous voulez, c'est un test qui permet justement de pouvoir vérifier en fait certaines choses par rapport en fait au doigt. Donc, vous avez en fait le ratio en fait entre les deux doigts qui pourrait présenter en fait ce qu'on appelle en fait un dimorphisme sexuel. Un dimorphisme sexuel. Maintenant, le dimorphisme sexuel, c'est quoi? C'est l'ensemble en fait des différences morphologiques plus ou moins marquées entre les individus mâles et femelles, mais par contre d'une même espèce. Vous comprenez? Plus généralement, en fait, le dimorphisme en fait sexuel peut aussi porter sur les caractères en fait sexuels primaires. C'est-à-dire à travers ça, vous pouvez aussi déterminer en fait les tailles hein, des aspects sexuels en fait des uns et des autres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bien que la longueur en fait absolue justement de l'index soit en moyenne en fait plus courte chez les femmes, la différence en fait de longueur entre index et annulaire est en moyenne en fait plus grande chez les hommes que chez les femmes. Donc du coup, à travers justement ces études-là, ça leur permet de déterminer en fait un certain nombre de choses. Par exemple, cet indice en fait est censé en fait refléter le taux de testostérone auquel le fœtus a été exposé. Donc, vous voyez, ça, ce sont des aspects qui permettent en fait de déterminer en fait un certain nombre de choses chez l'homme, chez la femme, et puis vous pourrez en fait tranquillement en fait détailler en fait sur ça. Mais tout ça, c'est lié directement avec cette notion en fait de mariage. Et il est vrai que souvent les gens ne font pas attention. Après, vous irez aussi approfondir, hein. Là, je vous ai dit, on voit vraiment en fait en survol. Vous irez aussi approfondir cette notion en fait de dimorphisme sexuel. Ça s'écrit dimorphisme, donc D-I-M-O-R-P-H-I-S-M-E. Et puis sexuel comme sexuel. Ça va vous permettre en fait de comprendre un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer en fait en détail, mais à travers ça, on permet de distinguer en fait les différents sexes. Et c'est aussi utilisé hein, dans certains aspects en fait de choses scientifiques. Donc il faut bien comprendre en fait ça. Maintenant, l'annulaire, c'est aussi un aspect très important parce que ce qu'il faut savoir en fait avec l'annulaire, c'est qu'en fait, vous avez, bon, d'abord par rapport à l'indice en fait de Manning. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le rapport en fait entre la longueur de l'indice de Manning
et celle de l'annuaire permet en fait de déterminer directement en fait le sexe de l'individu, comme je vous ai dit. Donc, ça a permis aussi, par exemple, au CNRS, parce que c'est très sérieux hein, cette histoire, ça a permis en fait au CNRS de déterminer en fait l'appartenance sexuelle des empreintes de mains retrouvées en fait dans les grottes préhistoriques, par exemple de Gua Masri, donc Gua G-U-A, Masri M-A-S-R-I, mais aussi en fait à Bornéo, et de la grotte aussi de Cosquier. Cette grotte de Cosquier, elle a été en fait datée carbone 14 entre 27 000 et 19 000. Donc du coup, à travers ça, ils ont pu en fait, vers Marseille en fait, à travers ça, ils ont pu découvrir justement de quel sexe appartenaient en fait les mains qu'ils ont retrouvées. Donc ce sont des choses qu'ils utilisent en science. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous ici en fait, avec par exemple cet aspect du mariage, c'est ce côté en fait de croyance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que selon les anciennes croyances égyptiennes, il y avait cette veine-là qui s'appelait en fait, qu'ils ont appelé la vena en fait amoris. Donc vena, V-E-N-A, amoris, A-M-O-R-I-S. C'est-à-dire la veine de l'amour. Donc, selon cette croyance, cette veine de l'amour relierait l'annulaire de la main gauche directement au cœur, c'est-à-dire au niveau du chakra du cœur. Vous vous souvenez, on avait déjà vu les chakras. Oui. Donc, ça relie en fait directement en fait au niveau du chakra du cœur. Donc, et c'est cette même croyance que les Grecs ont repris et que les Romains par la suite en fait ont repris. Et à la base, justement, chez par exemple les Égyptiens, eux le faisaient d'une manière en fait spécifique parce que à la base l'alliance en fait était façonnée, cet anneau-là était façonné à base de chanvre. Vous connaissez c'est quoi les chanvres? C'est du cannabis. Voilà, c'était façonné à base de chanvre, du cannabis, à base de cuivre, d'os, d'ivoire. Et par la suite, en fait, les Romains, eux, ils vont le mettre, en fait, par rapport, en fait, au fer. Parce que vous savez que les Romains, c'est beaucoup cet aspect, en fait, de fer. Ils vont le mettre, en fait, à travers le fer. Et par la suite, ça va arriver, en fait, à l'argent et ensuite à l'or. Au fur et à mesure que ça va grandir. Mais maintenant, là où ça devient très intéressant, c'est que tout cet aspect-là est relié. Vous avez vu le cycle avec l'alliance, tel que ça se met en fait en place, c'est relié après à quelque chose de très important, c'est-à-dire les Saturnales. Qui connaît les Saturnales? C'était clair aujourd'hui là. C'est quoi aujourd'hui? Je connais pas. Les Saturnales. Les Saturnales, ça s'écrit S-A-T-U-R-N-A-L-E-S. C'est relié directement en fait au Saturnal parce que ça se faisait justement pendant cet aspect-là des Saturnales et vous allez comprendre véritablement la relation avec justement cet aspect-là de l'or. Et pourquoi aujourd'hui vous retrouvez ça en fait sur cette base en fait de l'or. Les Saturnales, c'était les fêtes qui étaient dédiées à la divinité Saturne. Et ces fêtes-là, écoutez bien, ces fêtes-là étaient fêtées justement au solstice d'hiver. Et ils étaient faits entre le 17 et le 23 décembre. En réalité, c'est le Sol Invictus. C'est pour ça que je vous parlais de César. Mais aujourd'hui, c'est le temps que je vous définisse plus de quoi il est question. Il s'agit de Saturne. Qui est Saturne? Saturne, c'est tout simplement le même qui est appelé Chronos. C'est le même qui est appelé Renfan. Attention à ce nom. Hein. Voilà.
Non, C'est ça pour n'a ça pas que je ne sauté. détaille pas, je le lis pas. Je le lis pas avec les autres. Ok. Vous, vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre un certain nombre de choses pour que vous compreniez exactement tout ce que les gens aujourd'hui pratiquent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne, justement, pendant son règne était appelé le règne de l'âge d'or. Le règne de l'âge d'or. Hmm. Ok. Écoutez bien, le règne de Saturne, c'était le règne de l'âge d'or. Hmm. Et pendant ce règne de l'âge d'or, pour justement les Romains à l'époque, c'est ce règne-là en fait, c'est que les gens, les différents sujets sont totalement paisibles, ils vivent avec douceur, avec équité. Et justement, en fait, les Saturnales, c'était justement le temps de célébrer justement la mémoire de cet âge heureux de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, si vous voulez, les Saturnales, c'est un rappel à ce règne des Saturnales. C'est-à-dire un rappel à ce règne de l'âge d'or, au règne en fait de Chronos.